il existe des discussions sur la possibilité de retirer Maduro du pouvoir, surtout après que les élections aient été jugées sans valeur. Maduro et son régime n'ont pas respecté les accords de la Barbade et ont ignoré les promesses faites. La question qui se pose maintenant est de savoir quelle sera la prochaine étape. On pourrait parler des diverses stratégies que l'opposition pourrait suivre pour maintenir la campagne contre le régime, mais dans cette vidéo, on va s'intéresser à un autre acteur clé, la communauté internationale. En examinant les gouvernements qui ont reconnu la victoire de Maduro, on obtient une sorte de classement de gouvernements qui montre une aversion pour la démocratie, la liberté, les droits civils. Parmi les pays qui reconnaissent la réélection de Maduro, on retrouve des gouvernements peu respectueux des libertés civiles, comme ceux de Cuba, de la Syrie, de l'Iran, de la Russie et de la Chine. C'est pas un hasard si parmi eux, plusieurs sont très engagés aux côtés du régime de Maduro. Par exemple, Cuba a mis des dizaines de milliers de professionnels à disposition du régime vénézuélien, y compris dans le militaire. La Russie fait pareil en matière de défense. Et la Chine, elle, a consenti de très importants crédits au Venezuela. On parle de plusieurs milliards de dollars remboursables en concession de matières premières à des entreprises chinoises, ou alors directement en pétrole brut. En gros, le monde semble divisé en deux blocs. Une division similaire à celle entre les États qui soutiennent soit l'Ukraine, soit la Russie. Ce sont deux visions du monde très différentes, de plus en plus opposées, et le Venezuela n'échappe pas à cette nouvelle guerre froide. Récemment, on a observé des fuites d'informations importantes. D'après le Wall Street Journal et le journaliste Jamie Bailey, connu pour son engagement à dénoncer le régime de Maduro, Washington pourrait préparer des actions pour tenter de forcer le départ du dirigeant vénézuélien. Il s'agirait d'un plan visant à provoquer un changement de régime avant les élections présidentielles US du 5 novembre. Après, est-ce que cette date a réellement un sens? Est-ce que les visions de Biden, de Kamala Harris et de Donald Trump sont fondamentalement différentes au sujet du Venezuela? Et depuis quand est-ce que les électeurs états-uniens se décident en fonction de la politique étrangère? Et qu'en est-il du Brésil et de la Colombie? Vont-ils soutenir la dictature vénézuélienne? Ce sont toutes ces questions que nous allons aborder dans cette vidéo. Et d'abord, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Et si tu as envie de taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Et si tu as envie de participer à l'aventure Diplometrix, je te laisse un lien pour notre plateforme de financement participatif dans la description. Allez, c'est parti! Jamie Bailey, l'un des journalistes les plus engagés concernant le Venezuela, a révélé qu'une source fiable lui a indiqué que l'administration Biden aurait envoyé un message au gouvernement bolivarien. Maduro doit quitter le pouvoir avant le 5 novembre. Cette date correspond aux élections US et selon les fuites, Biden voudrait marquer une victoire claire en politique étrangère avant ce scrutin. Le message adressé au régime vénézuélien serait donc le suivant. Si Maduro quitte le pouvoir avant le 5 novembre, il obtiendra un exil doré en République dominicaine, au Panama, en Turquie ou à Dubaï. S'il refuse de partir, il sera expulsé de force avant que Biden ne quitte la Maison Blanche le 20 janvier 2025. En d'autres termes, il s'agirait d'une opération similaire à celle qui a évincé le dictateur Manuel Antonio Noriega au Panama en 1990. Selon la source de Bailey, ce message a été transmis aux chavistes. Et Jamie, ou Jaime en espagnol, n'est pas le seul à en parler. Le 11 août, le Wall Street Journal a également publié cette information. Le Wall Street Journal a rapporté que dans le cadre de pourparlers secrets, les États-Unis ont proposé une amnistie à Maduro en échange de son retrait du pouvoir au Venezuela. Cette information est similaire à celle fournie par Jaime Bailey, mais avec une différence importante. Il n'est pas question d'une intervention étrangère dans ce cas. Selon les sources du Wall Street Journal, le gouvernement US aurait proposé un pardon du département de la justice à Maduro et à d'autres dirigeants vénézuéliens s'ils quittent le Venezuela. Pour rappel, Maduro et Diosdado Cabello, un député vénézuélien, font l'objet de mandats de recherche et d'arrestation de la part de la DEA en raison de leurs liens présumés avec le trafic de drogue. En fait, les États-Unis ont mis une prime de capture allant de 10 à 15 millions de dollars pour Maduro et d'autres dirigeants du régime. En attendant, les avoirs bancaires de plein de Vénézuéliens ou d'entreprises vénézuéliennes sous sanctions sont actuellement gelés dans les banques états-uniennes. Mais est-ce qu'on est réellement face à l'ultimatum final? Avant de se réjouir, il est important de considérer plusieurs facteurs. Tout d'abord, c'est pas la première fois que la diplomatie états-unienne exerce des pressions sur Maduro sans succès.
Rappelle-toi de la célèbre photo de John Bolton, à l'époque conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, montrant une note mentionnant un possible déploiement de 5000 soldats en Colombie, alors que l'on spéculait sur une éventuelle action militaire états-unienne contre Caracas. Selon une source du Wall Street Journal, l'offre actuelle des États-Unis à Maduro est essentiellement la même que celle faite il y a quelques mois pour faciliter des élections propres. Et on sait tous comment ça s'est terminé. Le régime a opposé une fin de non-recevoir. Le Wall Street Journal confirme également par une autre source que pour l'instant, la position du régime n'a pas changé. Les dirigeants vénézuéliens ne font pas confiance à l'offre, craignant que même avec une immunité supposée, ils finissent par aller en prison. Et puis, quitter le pouvoir quand on est à la tête d'un groupe criminel est extrêmement difficile, parce qu'en vrai, pas mal de monde en veut à Maduro. Et le problème du Venezuela dépasse largement sa personne. C'est un pays dirigé par plusieurs factions criminelles, avec Maduro comme figure de proue. Le pardon ne concernera pas tout le monde, ce qui complique encore la situation. Ça va être difficile de trouver un compromis entre toutes ces différentes factions. Et puis, faut pas confondre les forces de défense de Panama en 1989, où les États-Unis avaient de nombreuses bases militaires et des milliers de soldats US sur place, avec l'armée vénézuélienne d'aujourd'hui, dotée d'armements russes et iraniens et assistée par les services de sécurité cubains. Surtout que le ministre vénézuélien de la Défense est un clair soutien de Maduro et l'armée est solidement tenue. Si affrontement armé il devait y avoir, ça coûterait cher en vie humaine et en matériel. Reste aussi à voir jusqu'où Washington est prêt à s'engager dans ce nid de guêpe. Et puis, faut aussi considérer le départ imminent de Biden de la Maison Blanche et les élections du 5 novembre. Biden semble vouloir accélérer les choses pour résoudre les grands dossiers en suspens et compléter son héritage politique. Par exemple, il y a l'opération en cours pour capturer Ismael El Mayo Zambada, l'un des plus grands barons de la drogue au monde et l'un des criminels les plus recherchés par la justice états-unienne. Le chef de l'un des cartels de la drogue les plus puissants et les plus violents, Ismael Mayo Zambada, arrêté le 27 juillet à El Paso, au Texas, avec le fils de son ancien partenaire Joaquín El Chapo Guzmán, a affirmé dans une lettre partagée par son avocat qu'il a été kidnappé et emmené sur le territoire états-unien. Et au-delà de toutes ces considérations, il est important de noter que l'Ukraine est actuellement en train de mener des opérations contre la Russie. D'une manière ou d'une autre, cela pourrait contribuer à débloquer la guerre. Et il est peu probable que Kiev se soit engagé dans cette voie sans l'approbation discrète de l'administration Biden. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de la guerre en Ukraine ? Depuis que Biden a décidé de ne pas se représenter aux élections, le gouvernement démocrate semble pressé de régler ou de revitaliser certains dossiers importants. La pression exercée sur le régime de Maduro pourrait faire partie de cette stratégie pour cimenter l'héritage de Biden. En fait, le 20 janvier marquera non seulement la fin de la présidence de Biden, mais aussi celle de la carrière politique de l'un des hommes les plus influents de Washington ces dernières décennies. Et il faut pas oublier que tous les rapports indiquent que l'équipe de Biden a donné à Maduro une date limite au 5 novembre. Et puis, quand on parle de politique, on parle forcément d'élections. Et derrière ça, il y a une stratégie électorale. Les électeurs latinos qui pourraient basculer et décider les élections états-uniennes. Le choix des électeurs hispaniques aux États-Unis est une histoire sans fin, mais de moins en moins un conte de fées. Les latinos, qui représentent désormais plus de 60 millions de personnes, ont dépassé la population afro-américaine et sont le deuxième groupe ethnique le plus important du pays. Lors de la prochaine élection, plus de 36 millions de latinos sont appelés à voter. Alors même si traditionnellement ils sont favorables aux démocrates, leur soutien s'affaiblit et ils pourraient jouer un rôle clé, notamment dans les états pivots comme l'Arizona et le Nevada, où ils représentent plus de 20% des électeurs potentiels. Mais quel lien avec le Venezuela ? Obtenir que Maduro quitte le pouvoir serait un coup de maître pour les démocrates. Ça pourrait garantir un soutien massif des hispaniques à Harris, assurant ainsi sa victoire. En plus, beaucoup de l'héritage de Biden dépend du fait que Trump ne gagne pas cette élection. Et puis, les alliés de Maduro, Cuba, Iran, Russie, Chine, sont actuellement en difficulté, limitant leur capacité à l'aider. Cuba est en crise économique, la Russie est empêtrée dans le conflit russo-ukrainien, l'Iran est sur le point de se lancer dans une guerre par procuration avec Israël, et la Chine fait face à de graves problèmes économiques. Tout ça, ça joue en faveur d'une pression accrue sur Maduro. Ceci dit,
ce ne sont pas que des conjectures. Il est possible que ce soit simplement une nouvelle stratégie de pression des États-Unis pour soutenir l'opposition vénézuélienne sans trop de risques. Par ailleurs, malgré les fuites d'informations, il semble clair que les liens entre les compagnies pétrolières occidentales et le Venezuela sont au cœur de la position de Washington avec des licences provisoires qui peuvent être annulées du jour au lendemain. Biden, Harris et Trump n'ont pas fait de déclaration publique au sujet du Venezuela et il est difficile de savoir si l'administration Biden est vraiment prête à risquer une opération qui pourrait très bien échouer. Une défaite des États-Unis pourrait éventuellement dissuader Maduro et son régime de partir. Néanmoins, la fuite de ces informations ouvre une porte à l'espoir parce qu'elle montre qu'au moins une partie de la communauté internationale comprend que Maduro ne sera pas renversé par des votes mais par la pression et l'action. Une autre partie de la communauté internationale évoque la possibilité de répéter l'élection du 28 juillet, tandis qu'encore une autre partie se limite à réclamer la publication de procès-verbaux des bureaux de vote, ce que prévoit de toute façon le code électoral du Venezuela. Aussi la possibilité que les pressions internes et externes pourraient pousser le régime à éliminer Maduro pour apaiser les tensions sociales. Ce serait pas idéal, mais ce serait déjà un grand pas en avant. Enfin, toute intervention au Venezuela nécessiterait le soutien politique d'autres pays d'Amérique latine, en particulier la Colombie qui a accueilli le plus de réfugiés vénézuéliens et le Brésil, la plus grande puissance d'Amérique du Sud. Pour l'anecdote, les présidents de ces deux pays, la Colombie et le Brésil, ont été relativement proches de Maduro par le passé. Aujourd'hui, avec AMLO, président du Mexique, ils sont les principaux représentants de la gauche en Amérique latine. Jusqu'à récemment, il était tout à fait courant de voir des images montrant cette proximité entre eux, mais tous les trois ont clairement dit que la proclamation des résultats sans la publication des procès-verbaux n'était pas acceptable. La dynamique amicale a donc pas mal changé ces derniers temps. Après les élections truquées et surtout après la répression massive au Venezuela, Maduro est devenu un véritable paria en Amérique latine. En fait, seuls 4 pays de la région ont reconnu son régime: Cuba, le Nicaragua, la Bolivie et le Honduras, des pays peu connus pour leur attachement à la démocratie. Cette situation a également poussé les présidents colombiens et brésiliens à prendre leur distance avec Maduro. Lula s'oppose à l'alarmisme à l'égard du Venezuela et dit attendre la publication des résultats du vote. Petro affirme qu'il existe de graves doutes concernant les élections au Venezuela et appelle à un examen transparent. Il semblerait que les présidents colombiens et brésiliens craignent une nouvelle vague d'émigration vénézuélienne, idem pour leurs collègues mexicains, dont les migrants doivent traverser le territoire pour parvenir aux États-Unis. Ça pourrait aggraver certains problèmes récents, tels que la surcharge des services de santé, la hausse des prix, la pénurie de logements et la prolifération de gangs criminels et des trafiquants de drogue et de migrants, ce qui nuirait à leur gouvernement. Le régime vénézuélien a vu les portes ouvertes comme un moyen de maintenir son contrôle sur le pays. En fait, ce sont souvent des jeunes dynamiques et prometteurs qui descendent dans la rue pour protester contre les tyrans. Mais on estime qu'environ 7 millions de Vénézuéliens auraient quitté le pays, ce qui a paradoxalement servi de bouclier au régime. Mais ce bouclier représente aussi une bombe sociale pour les autres pays de la région. Avec les images et les preuves disponibles, il devient pratiquement impossible de justifier les actions du régime chaviste, que l'on soit socialiste, de gauche ou progressiste. Selon l'organisation vénézuélienne des droits de l'homme Provea, depuis la farce électorale du 28 juillet, plus de 28 personnes ont été tuées par le régime chaviste, bien que d'autres sources estiment ce nombre à environ 200 et les arrestations autour des 1200. Le résultat, depuis ces élections truquées, une grande partie de la politique latino-américaine a dû jongler avec cette situation, notamment à gauche où la condamnation des errements du régime bolivarien semble encore susciter la crainte. Cependant, il existe une exception, le président chilien Gabriel Boric, qui a condamné dès le départ la fraude électorale au Venezuela ainsi que les atrocités commises par le régime de Maduro. Depuis l'arrivée au pouvoir de Hugo Chávez, il y a un quart de siècle, presque toute la gauche en Amérique latine a été associée au mouvement bolivarien. La gauche latino-américaine a traditionnellement été favorable au chavisme, même après que ce mouvement ait révélé son côté autoritaire. Le chavisme est devenu un grand spectre politique en Amérique latine, et ceux qui sont de gauche et réussissent dans les sondages se retrouvent souvent liés à cette influence politique. C'est précisément ce qui est arrivé au président actuel du Brésil, de la Colombie et du Chili. Olhem para onde estão indo esses países
A Venezuela, o Lula fez campanha para o Chávez lá atrás e para Maduro também. Até chegou a falar certa vez, pode faltar tudo na Venezuela, menos democracia. Olhe como é que está o povo da Venezuela. Esto no es una migración normal. Escapan de una dictadura y de un régimen del terror que algunos aquí apoyaron. Entiendo que Gabriel se desdijo de lo que había puesto en un Twitter cuando celebró a Maduro. Cuando celebró a Maduro dijo, compañero, ustedes lo castigan por ser obrero. Ese es el mismo modelo que tú has planteado, es lo mismo que decía Chávez. Es igualito y es lo mismo, y mira cómo terminó Venezuela. C'est surprenant que malgré les résultats désastreux, l'émigration massive et la violence, une partie de la gauche latino-américaine ait maintenu ses liens, ou au moins une certaine sympathie pour la révolution bolivarienne. Cependant, la situation est devenue incontrôlable. La crise, la pauvreté, la corruption et la répression ont atteint un tel niveau que le régime bolivarien a perdu beaucoup, sinon la majorité de ses partisans. La révolution bolivarienne, autrefois un modèle pour une grande partie de la gauche latino-américaine, est devenue son pire cauchemar, comme l'exemple de Boric le montre clairement. Cela dit, revenons à la question du rôle que le Brésil et la Colombie pourraient jouer dans le plan supposé de la Maison-Blanche pour lancer un ultimatum à Maduro. Il est quasiment certain que Washington n'interviendrait pas au Venezuela sans le soutien des pays voisins. Et Maduro en est bien conscient. C'est pourquoi la position du Brésil et de la Colombie est cruciale dans cette situation. Voilà donc les positions de chacun de ces deux pays. Pour le Brésilien Luis Ignacio Lula da Silva, la situation au Venezuela a toujours été plutôt, disons, relative. Il a toujours été tiède vis-à-vis du chavisme, aussi peu engagé qu'une image de feu de camp sur un écran de veille. En fait, l'une des premières actions qu'il a entreprises lorsqu'il a repris le pouvoir en janvier 2023 a été de rétablir les relations avec Caracas que Bolsonaro, son successeur, avait rompues des années auparavant. Nicolás Maduro a même effectué une visite d'État à Brasilia et tout semblait être revenu à la normale. Et pourtant, les choses ont changé lorsque les tambours de guerre avec le Guyana ont commencé à retentir, un sujet dont on t'a aussi parlé dans cette vidéo. Bref, à présent, la situation a pris un tournant un peu inattendu. Eu fiquei assustado com a declaração do Maduro, dizendo que se ele perder as eleições vai ter banho de sangue. Aí o Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora. Alors même si Lula a jamais vraiment prêté attention aux dérives bolivariennes, il semble avoir perçu une opportunité stratégique. Éviter une nouvelle vague de réfugiés, gagner en influence en devenant un acteur majeur de la région, un rôle que Lula a toujours aspiré à jouer, et pouvoir influencer l'avenir d'un Venezuela post-chaviste. Le Brésil est un pays très grand, très peuplé et la plus grande puissance économique de la région. Perdre le soutien de Lula serait donc un coup dur pour la dictature vénézuélienne. Cependant, au sein du Parti des travailleurs, le parti de Lula, tous ne sont pas prêts à jouer ce rôle. De nombreux dirigeants de ce parti ont publiquement soutenu le régime de Maduro sans aucune hésitation. Ces divergences d'opinion expliquent en partie les incohérences et les contradictions constantes dans les positions de Lula. Ensuite, on a le président colombien Gustavo Petro, qui semble également incertain quant à la direction à suivre. D'un côté, il tient certains discours ou positions, mais il reste difficile de savoir quel chemin il va finalement choisir. A la señora María Corina y a otros previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas. En Colombia pasa lo mismo. Aquí, como una especie de doble moral, atacamos lo que hacen allá porque indudablemente es un golpe antidémocrático. Et après, d'un coup, il te sort ça. La Colombie s'est abstenue de voter à l'OEA pour que le Venezuela révèle les résultats des élections. Sa position était cruciale. Pendant ce temps, le ministère colombien des Affaires étrangères semble emprunter une direction différente de celle de Petro. En fait, même les chavistes les plus radicaux ont commencé à accuser le ministre colombien des Affaires étrangères d'être un infiltré de l'impérialisme. ¿En serio, señor canciller? ¿En verdad? ¿Quién lo mandó a usted a declarar eso? ¿Su presidente de Colombia o su presidente de Estados Unidos? ¿Para quién trabaja usted? Porque ¿quién le da derecho a usted a hablar de transición en Venezuela? Surtout qu'après avoir déçu les Vénézuéliens lors du vote de l'Organisation des États américains, Gustavo Petro a demandé que des preuves des résultats revendiqués par Maduro soient fournies. D'accord,
Il y a clairement des incohérences et des divisions au sein du gouvernement colombien sur la manière de gérer les relations avec le régime de Maduro. Cette position ambiguë ajoute à la confusion. La relation de la gauche latino-américaine avec le chavisme ressemble à une véritable telenovela, une histoire d'amour-haine qui semble interminable. Mais aujourd'hui, le rejet du chavisme semble l'emporter sur l'amour. Pourtant, il est possible que la demande de preuves de certains gouvernements de gauche ne soit pas un acte contre Maduro, mais plutôt une manière de soutenir discrètement le régime. Maduro a déjà annoncé qu'il allait montrer les preuves préparées à sa convenance. Si Maduro présente ces documents, des leaders comme Petro, AMLO ou Lula pourraient utiliser ce prétexte pour être plus prudents dans leur position, créant ainsi un doute raisonnable et détournant l'attention avec le temps. Sans un soutien clair de la part de ces pays, il est probable que Washington n'ira pas au-delà d'une simple pression diplomatique. C'est pourquoi il est crucial que l'opposition vénézuélienne maintienne la pression. Si Washington souhaite réellement s'impliquer, la situation doit rester au centre de l'attention médiatique internationale. Maintenir la pression est la meilleure manière de garantir que les révélations de Bailey et du Wall Street Journal aboutissent à la meilleure issue possible. Le Brésil, la Colombie et le Mexique sont appelés à jouer un rôle important dans la situation actuelle au Venezuela, d'autant plus qu'ils sont sur la même ligne. Espérons qu'ils ne deviendront pas, une fois de plus, de grands complices du chavisme. Maintenant, c'est à toi de jouer. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière les hésitations de la gauche latino-américaine vis-à-vis du Venezuela? Pourquoi sont-ils si ambigus? Quels sont leurs intérêts? Le chavisme va-t-il finir par devenir un problème pour les dirigeants de gauche de la région? Partage-nous ton opinion dans les commentaires, et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et si t'as envie de taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Allez, à très vite pour plus d'actu.